Bienvenue dans Indiscipliné, un podcast proposé par l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Partons à la croisée des disciplines, à la rencontre des scientifiques qui nous racontent le monde par la lorgnette de leurs connaissances. Aujourd'hui, plasticité, histoire, stratégie comportementale, adaptation locale, interaction, maladaptation, temps, survie. le corps humain en perpétuelle adaptation. Pour cet épisode, 3 scientifiques se sont prêtés au jeu. Je m'appelle Audrey Berguignan, je suis directrice de recherche CNRS à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg et je suis principalement physiologiste et je m'intéresse entre autres au rôle des facteurs biologiques, écologiques, environnementaux, anthropologiques dans la régulation du poids et de la santé métabolique. Je suis professeure Evelyne Heyer au Muséum national d'histoire naturelle et je dirige une unité de recherche qui s'appelle éco-anthropologie. Moi, ma discipline de recherche, c'est l'anthropologie génétique, c'est-à-dire que j'étudie la diversité, l'évolution de l'homme en utilisant comme outil la génétique. Je suis Michel Raymond, je suis chercheur au CNRS. Je travaille à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier et je travaille en mathématiques principales et l'anthropologie évolutive. Le corps humain s'adapte depuis toujours, de génération en génération, à la fois à son environnement physique, mais aussi aux cultures dans lesquelles il s'inscrit. Cependant, la notion d'adaptation est large. Il est donc important de rappeler de quoi nous parlons. Audrey Berguignan. Alors au niveau de l'adaptation du corps humain, la définition la plus consensuelle et acceptée est la modification de son fonctionnement pour utiliser un nouvel environnement. On peut aussi parler d'ajustement fonctionnel de l'être vivant au milieu et en résumé, le but est d'être apte à son milieu. Michel Raymond. Quand on parle d'adaptation du corps humain, il y a 2 notions à bien séparer. D'abord, la notion d'adaptation sur le temps très court au niveau individuel qui est ce qu'on appelle la plasticité, c'est-à-dire le corps qui change. Alors l'exemple classique, c'est par exemple on se met au soleil, on expose sa peau au soleil et la peau va faire ce qu'on appelle le bronzage. Elle va foncer un tout petit peu et c'est une réaction adaptative, plastique, parce que ce bronzage d'abord va disparaître si on arrête l'exposition au soleil et même si on la maintient, elle ne sera pas transmise à la génération suivante. La capacité à le faire va être transmise, mais le résultat de cette capacité n'est pas transmis à la génération suivante. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Donc cette plasticité sur le temps court est à opposer à l'adaptation sur le temps long, c'est-à-dire des changements génétiques qui mettent beaucoup de temps à se développer dans les populations et qui passent par des mécanismes complètement différents, qui sont quand il y a un variant qui donne une meilleure adaptation dans un certain environnement, cette personne va plus se reproduire et ce variant va donc se développer petit à petit et au bout d'un certain nombre de générations, c'est la population entière qui est changée par ce type d'adaptation qui est transmis effectivement à chaque génération. Evelyne Heyer. Alors comment ça se crée, comment ça arrive ces adaptations génétiques ? Déjà, la première chose, c'est le hasard. Il faut que par hasard, il y ait une mutation, entre guillemets, qui permettent une adaptation. La deuxième chose, c'est qu'il faut de la variation. Donc la variation génétique, c'est ce hasard qui va créer de la variation génétique. Et après, il faut que ces petits changements génétiques donnent un avantage à ceux qui les portent. Un avantage au sens adaptatif, c'est-à-dire que ceux qui portent ces petites mutations se reproduisent mieux ou survivent mieux et qu'ils transmettent ces adaptations à leurs descendants. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Mais attention, les mutations, elles apparaissent pas pour résoudre une question d'adaptation. Les mutations, elles apparaissent au hasard et de temps en temps, elles sont adaptatives. Et donc ça va prendre du temps pour qu'une adaptation se répande dans la population. Parce qu'au début, il y a que très peu d'individus qui portent la bonne mutation et donc il faut le temps qu'ils transmettent mieux leurs gènes, qu'ils se reproduisent mieux et ça prend donc des milliers d'années. Ainsi, nos corps s'adaptent aux conditions dans lesquelles ils évoluent afin d'assurer notre survie.
Température, ensoleillement, alimentation sont autant de paramètres qui, au fil des générations et des comportements, ont permis une sélection de certains traits, et donc la diversité des populations humaines. Les couleurs de peau, par exemple, sont liées aux migrations de nos ancêtres qui, venant d'Afrique, avaient au départ une peau sombre, qui s'est éclaircie du fait de nouvelles conditions de vie. On trouve encore aujourd'hui des exemples fascinants d'adaptation tout autour du monde. Michel Raymond explique par exemple celle de la tribu des Bajo, en Indonésie. Eux ont développé la chasse sous-marine comme mode d'alimentation. Et donc du coup, ils passent énormément de temps dans l'eau pour chasser. Et ils sont capables de faire des apnées de 13 minutes en chassant. Et donc et ça a été étudié. Et en fait, il y a des changements génétiques. Leur rate est 50% plus grosse. Et la rate, c'est l'organe qui stocke des hématies oxygénées. Et tous les mammifères marins qui plongent aussi énormément ont des rates aussi plus grosses. Et donc, il y a eu sélection pour une rate plus grosse pour tenir en apnée dans cette population. Et c'est complètement génétique puisque les quelques personnes qui ne plongent pas dans cette ethnie ont aussi une rate plus grosse. Donc, on a une adaptation génétique pour un mode d'alimentation assez original pour l'apnée en pêche sous-marine. Dans le désert de l'Atacama, des populations ont gardé une mutation qui leur permet de consommer l'eau des nappes phréatiques, chargée en arsenic, qui serait nocive pour n'importe quel humain n'ayant pas ce trait génétique. D'autres encore, dans les Andes, en Éthiopie et au Tibet, parviennent à vivre dans des environnements pauvres en oxygène. Tous ces exemples montrent comment la sélection génétique, qui s'est faite sur des milliers d'années, a permis au corps humain de s'adapter à ces milieux très variés. Mais l'adaptation appelle une autre notion, tout aussi importante, la maladaptation. Le concept de maladaptation, on peut le comprendre quand il y a un changement brusque d'environnement et que l'adaptation qui, elle, se joue sur un temps long, n'a pas encore eu le temps de se développer et d'augmenter en fréquence dans les populations. Donc il y a une fenêtre temporelle dans laquelle des adaptations sont peut-être en train de se développer, mais ce n'est pas le cas pour la plupart de la population. Et donc, ce changement d'environnement entraîne un certain nombre de coûts qui ne sont pas compensés par les gènes de l'adaptation. Alors, on peut donner différents exemples. Par exemple, dans l'espèce humaine, on voit que le type d'alimentation a changé brusquement depuis la Seconde Guerre mondiale. On a eu une introduction massive, par exemple, de sucre raffiné. Et ça a entraîné un certain nombre de problèmes de santé, d'obésité, de myopie, ovaires polykystiques. Enfin, il y a toute une liste de maladies qui sont directement ou indirectement liées à cette alimentation riche en sucre, à laquelle on n'a pas pu encore s'adapter génétiquement, puisque ça fait que 2-3 générations qu'il y a eu ce changement alimentaire. Donc, si jamais cette alimentation perdure pendant encore très longtemps, on verra sûrement des variants apparaître et une adaptation à cette alimentation se développer. Mais c'est beaucoup trop tôt actuellement. Et donc, on parle de maladaptation dans cet environnement alimentaire qui a changé brusquement et auquel on n'est pas adapté. Pour étudier l'adaptation du corps humain, de nombreuses disciplines peuvent être mobilisées. La biologie évolutive humaine, par exemple, et le croisement de la biologie et des sciences humaines pour mieux comprendre notre espèce. L'anthropologie génétique étudie quant à elle la diversité génétique des humains. Elle permet de retracer l'histoire des populations humaines et de leur mode de vie via diverses techniques, comme l'explique Evelyne Heyer. Quand on travaille sur le terrain, non seulement il faut aller sur le terrain échantillonner des populations humaines, et donc si on veut analyser aussi des questions d'adaptation, il va falloir d'autres données. L'ADN ne suffit pas. Par exemple, pour l'adaptation à l'alimentation, on va faire des études en même temps, des enquêtes alimentaires, donc on va mesurer ce que les gens mangent, et on va aussi faire des mesures anthropométriques comme le poids et la taille pour avoir une idée générale de l'état de santé des individus. Une fois sur le terrain avec toutes ces données, on revient au laboratoire. Là, il y a un travail de paillasse qui consiste à extraire l'ADN, puis à le faire analyser avec des séquenceurs ou des puces à ADN. Ça va nous générer une grande quantité de données. Et après, on a un énorme travail d'analyse statistique qui s'apparente vraiment à de l'informatique, du big data, parce qu'on a énormément de données à chaque fois sur chaque individu.
Pour comprendre un peu mieux comment se traduit l'adaptation du corps humain et comment elle est étudiée, penchons-nous sur 2 exemples. Le premier relève du domaine d'Audrey Bergouignan, qui travaille sur la sédentarité. Nous définissons la sédentarité comme étant toute activité effectuée en position allongée, inclinée ou assise avec une dépense énergétique très faible, et on dit qu'elle est inférieure à 1 mètre. Alors qu'est-ce que 1 mètre dans notre jargon? C'est l'unité qui correspond à la quantité d'oxygène consommée pour fournir de l'énergie à l'organisme lorsque nous sommes assis au repos, et qui correspond en fait à 35 ml de kilogrammes de poids par minute. Alors c'est encore un jargon, voilà, mais il faut savoir que c'est juste une dépense énergétique très faible. On fait bien cette distinction dans la définition d'être assis et au repos, parce que par exemple quelqu'un qui fait du vélo va être assis, mais lui aura une dépense énergétique plus élevée qui sera bien au-delà de ce fameux 1 mètre. La sédentarité ne doit pas être confondue avec l'inactivité physique, qui correspond au fait de ne pas atteindre le niveau d'activité recommandé par les instances publiques. Par exemple, faire 30 minutes d'activité modérée à vigoureuse par jour. Cela signifie que l'on peut être sédentaire, mais pas inactif. Une personne travaillant dans un bureau toute la journée, mais allant faire un jogging le soir est sédentaire, mais pas inactive. Sachant que nous passons en moyenne 65% de notre temps éveillé assis, la distinction est importante, car les 2 types de comportements auraient des impacts différents sur la santé et auraient même des interactions entre eux. Mais alors, comment étudier la sédentarité, sachant que le modèle parfait n'existe pas à ce jour? Nous avons des alternatives, bien évidemment. Et ce dont je parle là, c'est vraiment dans l'approche de l'étude expérimentale, bien évidemment. On va faire un changement du mode de vie d'une personne et on va aller étudier l'impact de ce changement sur des caractéristiques clés de santé et des paramètres physiologiques. Pour les expérimentations, plusieurs modèles existent. On peut demander aux participants de faire varier leur nombre de pas journaliers ou de fragmenter leur sédentarité en allant marcher toutes les 20 minutes, par exemple. Mais des modèles extrêmes existent aussi, repris des sciences spatiales, comme l'alitement prolongé. Les participants sont allongés plusieurs jours à plusieurs mois, en suivant des protocoles d'exercice physique intenses pour bien distinguer sédentarité et inactivité. En France, ces expériences ont lieu au sein de la clinique de l'espace européenne de Toulouse. Elles visent à comprendre les adaptations à une inactivité et une sédentarité extrême et à étudier les mécanismes sous-jacents. Ce qui est intéressant, c'est que lors de ces études, les agences spatiales, là je vous fais un petit détour, mais les agences spatiales cherchent à comprendre quel est l'impact donc pour elles de l'environnement spatial qui est caractérisé par la microgravité. La microgravité fait que nous n'utilisons pas les muscles, donc nous sommes inactifs. C'est là qu'on voit le lien entre les deux. Donc ils s'intéressent à comprendre l'impact de cette microgravité, de cette inactivité sur le corps, mais également à aller tester ce qu'on appelle des contre-mesures, des stratégies qui vont permettre de prévenir les altérations négatives de la microgravité / inactivité physique sur le corps. Audrey Bergouignan travaille en effet, entre autres, sur l'adaptation du corps humain à l'environnement spatial en menant des études directement sur les astronautes. L'objectif, étudier la régulation de la balance énergétique de ces personnes. Cette balance se définit comme le résultat entre les entrées et les sorties énergétiques dans le corps et aide ainsi à comprendre pourquoi les astronautes perdent systématiquement du poids lors de leur mission dans l'espace. Cette question est d'autant plus importante qu'une balance énergétique négative peut entraîner, lors de missions de longue durée, des impacts sur leur énergie, leur système immunitaire, leur masse osseuse ou encore leur performance cognitive. Donc nous avons étudié ces 11 astronautes et nous avons essayé de mesurer leurs besoins énergétiques lors des vols spatiaux. Pour cela, nous les avons mesurés au sol et en vol en suivant un protocole parfaitement similaire. Au préalable du départ de la mission, nous avons formé les astronautes pour qu'ils puissent mener les protocoles par eux-mêmes lorsqu'ils étaient en vol, en étant bien évidemment en contact avec les équipes sur Terre, les équipes qui sont du CADMOS qui sont à Toulouse. Et comment nous avons mesuré leurs besoins énergétiques? Pour cela, nous mesurons en fait la dépense énergétique. Il est évident que pour maintenir un poids stable, il faut fournir l'énergie équivalente à ce que nous dépensons. Et donc en mesurant la dépense, nous allons savoir quels sont les besoins.
Pour cela, nous utilisons une technique de pointe que nous maîtrisons dans nos laboratoires, qui est la technique de l'eau doublement marquée. C'est une technique un peu compliquée par son nom, mais en termes simples, en gros, nous utilisons de l'eau, comme vous buvez tous les jours, et nous allons marquer cette eau, nous allons la tatouer, de manière à suivre cette eau dans le corps. On la tatoue avec en fait des isotopes stables. Ce sont les mêmes molécules d'hydrogène et d'oxygène qui sont contenues dans l'eau, mais elles sont un petit peu différentes. Elles vont être plus lourdes, et le fait qu'elles soient plus lourdes nous permet de les distinguer de l'eau normale et donc de les suivre. Et ce que l'on regarde, c'est après l'ingestion de cette eau lourde, de cette eau marquée, nous allons prendre des échantillons urinaires de manière séquentielle et nous allons mesurer la vitesse de perte de cet atome d'hydrogène et de cet atome d'oxygène. Et il faut savoir que l'hydrogène ne disparaît du corps que sous forme d'eau dans les urines. L'oxygène, quant à lui, disparaît sous forme d'eau et de CO2. Lorsque nous respirons, nous consommons de l'oxygène, nous expirons du CO2. Donc l'oxygène va pouvoir disparaître sous forme de CO2. Et en faisant la différence entre les vitesses de disparition de ces deux atomes, nous allons avoir la quantité excrétée de CO2, et ensuite en utilisant des équations classiques, nous pouvons estimer la quantité utilisée d'oxygène et donc la dépense énergétique. Nous avons pu ainsi montrer que les astronautes avaient besoin de la même quantité d'énergie que sur Terre, mais qu'il fallait prendre en compte la dépense énergétique liée à l'exercice physique. Vous avez tous vu les astronautes, dont Thomas Pesquet, lorsqu'ils sont dans la station, qui pratiquent énormément d'exercices physiques. Et pourquoi ils pratiquent cet exercice physique ? Eh bien, pour prévenir l'ensemble des adaptations physiologiques de la microgravité sur le corps, et celles-ci sont multiples puisqu'elles vont entraîner une perte d'os, une perte de la masse musculaire, de la force musculaire, un déconditionnement cardiovasculaire, une dépression immunitaire, etc. et toutes les adaptations métaboliques dont on a parlé auparavant. Et alors, ce que nous avons vu, c'est qu'en fait, les astronautes ne font pas tous la même quantité d'exercice. C'est comme sur Terre, hein, chacun est plus ou moins assidu à l'exercice. Ceux qui font le plus d'exercice dans la station sont ceux en fait qui faisaient le plus d'exercice sur Terre. Et ceux qui font le plus d'exercice sont ceux qui vont réussir à prévenir cette atrophie musculaire. Mais le revers de la médaille, c'est comme ils font plus d'exercice, il leur faut plus d'énergie. Or, ils n'arrivent pas à compenser. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, ces astronautes n'arrivent pas à manger assez pour compenser l'énergie dépensée lors de l'exercice physique et vont donc perdre de la masse grasse. Et comme on l'a dit au départ, ce déficit énergétique peut avoir un impact sur d'autres fonctions. Donc d'un côté, ils vont pouvoir prévenir l'atrophie musculaire et de l'autre, cela on ne l'a pas étudié, mais on pense que cela peut avoir un impact sur d'autres fonctions. Et donc bien évidemment, pour les vols au long cours, il va falloir trouver un moyen de maintenir ces niveaux élevés d'exercice pour maintenir la masse musculaire, mais également éviter cette perte de masse grasse et cette perte de poids. Et donc cela représente bien évidemment les perspectives pour les futures missions à long terme, et notamment pour les missions vers Mars. Aujourd'hui, les scientifiques parviennent à observer et comprendre l'adaptation de nos corps dans l'espace. Mais les techniques et études actuelles permettent aussi de comprendre comment le corps humain, sur un temps très long, a évolué. Evelyne Heyer a notamment travaillé sur l'adaptation à la consommation du lait. On est un mammifère et comme tous les mammifères, on digère le lait quand on est enfant avec une enzyme. Qu'est-ce que ça veut dire digérer le lait ? C'est qu'on a une enzyme, la lactase, en général les enzymes ça se termine en ase, qui casse un sucre du lait, le lactose. Et donc la lactase casse le lactose en glucose et en galactose pour qu'on puisse le digérer. Et tous les mammifères, à l'âge enfant, ont cette lactase qui fonctionne, mais tous les mammifères ont une lactase qui s'arrête de fonctionner quand on est adulte. En gros, le veau, il boit du lait, mais la vache, elle boit pas de lait, quoi. Or, il se trouve que dans certaines populations humaines, on voit que les adultes digèrent aussi le lait. C'est-à-dire qu'ils ont une lactase qui continue à fonctionner en étant adultes. Alors, dès les années 70, les anthropologues biologistes ont vu que on retrouvait ces adultes qui digèrent le lait essentiellement dans les sociétés de type éleveur-pasteur, c'est-à-dire des sociétés où le lait frais fait partie vraiment de l'alimentation. En effet, on retrouve ces adultes qui digèrent le lait essentiellement dans les sociétés de type éleveur-pasteur, c'est-à-dire des sociétés où le lait frais fait partie vraiment de l'alimentation. En effet, on retrouve ces adultes qui digèrent le lait essentiellement dans les sociétés de type éleveur-pasteur, c'est-à-dire des sociétés où le lait frais fait partie vraiment de l'alimentation.
cette idée de digérer le lait, c'est uniquement pour les grandes quantités de lait. Si votre lactase, elle fonctionne pas, vous pouvez quand même boire un verre de lait. Par contre, c'est important si vous buvez énormément de lait. Donc, les anthropologues ont vite vu que c'était dans les sociétés où les individus avaient une alimentation riche en lait que cette lactase fonctionnait encore chez les adultes. Ainsi, en analysant les données génétiques il y a une dizaine d'années, plusieurs équipes scientifiques ont mis en évidence que cette mutation permettant de digérer le lait est devenue un avantage il y a 6 à 7 000 ans, quand les sociétés humaines ont commencé à élever des animaux et à consommer beaucoup de lait. Alors on trouve des mutations différentes en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, mais qui ont toutes la même fonction. Bon, c'est important de bien se rappeler, c'est pas parce qu'on s'est mis à boire du lait que cette mutation est apparue. Cette mutation, elle existait avant, elle était apparue au hasard, et c'est quand le lait est devenu une source fondamentale d'alimentation que cette mutation a donné un avantage à ceux qui portaient cette mutation. Mais il reste quand même des points d'interrogation. Par exemple, nous, on a travaillé beaucoup en Asie centrale, où il y a des populations d'éleveurs nomades qui ont une alimentation basée sur des produits laitiers énormément, et qui pourtant ne portent quasiment pas cette mutation. Je veux dire, un peu, ça oscille à peu près à 15% d'individus qui sont porteurs de la mutation qui permet de digérer le lait quand on est adulte, comparé à 90% en Europe du Nord, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on pense que c'est d'autres types d'adaptations. La première, c'est une adaptation, je dirais, par la manière de processer le lait, c'est-à-dire que le lait est plutôt consommé sous forme fermentée. En effet, dans ces endroits du monde, on consomme surtout du lait issu de juments ou de chameaux qui a tendance à fermenter naturellement. Ça veut donc dire que cette fermentation aurait permis de digérer le lait sans avoir la mutation qui permet de casser le lactose du lait. Et une autre piste, c'est que en fait, ces populations-là auraient une flore intestinale, c'est-à-dire ce qu'on appelle un microbiote différent qui leur permet de digérer ces produits laitiers. Donc on voit, c'est un exemple intéressant où finalement c'est un changement culturel, c'est-à-dire de se mettre à domestiquer des animaux, à consommer le lait, qui se retrouve un peu inscrit dans la biologie de certaines populations qui par sélection naturelle, en quelques milliers d'années, ont vu la fréquence d'une mutation augmenter au fil des générations. L'étude de l'évolution du corps humain révèle ses capacités d'adaptation à son environnement. Aujourd'hui, de grandes questions se posent quant à sa maladaptation à nos modes de vie, aux conséquences que cela peut avoir sur notre santé et, par extension, sur la médecine qui tente de compenser leurs effets délétères. 3 paramètres en particulier sont importants: l'alimentation, l'activité physique et la socialité. Michel Raymond. Par exemple, l'alimentation sucrée augmente tous les problèmes cardiovasculaires. C'est impliqué aussi dans des cancers, les ovaires polykystiques, l'obésité, le diabète de type 2, etc. On a vraiment une grande liste qui sont de maladies directement impliquées par la trop forte alimentation de sucre rapide qu'il y a actuellement. Donc en changeant l'alimentation, on diminue la fréquence de toutes ces maladies. Et si en plus on rajoute un peu d'activité physique et un peu de socialité, c'est sûr que le gain en santé serait considérable. C'est peut-être des choix qu'il y a à faire dans la société. Est-ce qu'il vaut mieux pas agir en amont, en prévention, en infléchissant l'alimentation comme il y a quelques tentatives actuellement, plutôt que de laisser cette alimentation qui affecte la santé et d'utiliser la médecine et toute la machine médicale pour compenser toutes les conséquences de cette mauvaise alimentation. Donc là, je pense que présenter le problème comme un choix de société serait déjà pour occasionner un débat public avec les différents acteurs, pour faire des choix plutôt que de
sans réfléchir, continuer peut-être la situation actuelle qui est peut-être paradoxale d'un point de vue de fonctionnement global. Audrey Berguignan. Il faut être conscient que nous sommes aujourd'hui, à mon avis, l'espèce la moins bien adaptée à notre environnement, qui est un environnement que nous avons créé. Nous avons créé un environnement social et bâti. Alors au niveau social, je pense qu'avec la crise du Covid, c'est de pire en pire, puisque les liens sociaux se délitent, et qu'on sait que les liens sociaux ont un impact, bien évidemment, sur la santé. Donc nous avons créé un environnement social et bâti, pour lequel nous ne sommes pas adaptés. Il existe un véritable décalage entre nos environnements modernes et notre histoire évolutive. Nous avons été naturellement sélectionnés pour avoir un certain régime alimentaire qui nous permettait d'être sains et pour être physiquement actifs. Et aujourd'hui, nous en sommes très très loin. Inactivité physique et sédentarité combinées sont responsables de 32 maladies avec des impacts sur les muscles et le système cardiovasculaire. Elles provoquent des diabètes, mais aussi des cancers tels que ceux du sein ou du côlon. Les conséquences sont également psychologiques, car être sédentaire donne un risque plus élevé de dépression, de mal-être ou de troubles mentaux. Des études épidémiologiques ont également montré que chaque heure passée assis augmente le risque de développer un diabète ou une obésité, indépendamment de l'activité physique. Comment nos études peuvent aider à repenser nos modes de vie ? Je pense notamment par exemple à l'urbanisme. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On va essayer de replacer l'activité physique au cœur de notre quotidien. Donc, comment on peut le faire ? On va pouvoir le faire par exemple en repensant à la structuration des villes. Il va falloir recréer plus d'espaces verts, des espaces qui vont promouvoir l'activité physique, des pistes cyclables. Il va falloir, alors ce qui a aussi au passage un impact écologique bien évidemment, si on n'utilise pas qu'on n'utilise pas des transports passifs mais plutôt des transports actifs, en évitant la voiture, on va avoir un moindre impact au niveau carbone. Il va falloir également repenser tout ce qui est culture de l'entreprise, comment remettre l'activité physique au cœur de l'entreprise, ne pas rester assis devant nos ordinateurs toute la journée. Pareil à l'école pour les enfants, il paraît aberrant de garder des enfants assis pendant de très longues heures alors qu'ils ont besoin de bouger encore plus que les adultes. Repenser l'industrie agroalimentaire, etc. Et donc c'est là où nos recherches peuvent apporter des preuves fortes, robustes et irréfutables qui montrent que la sédentarité et une activité physique associée notamment à la malbouffe a un véritable impact sur la santé, qu'il faut faire des changements qui doivent être pérennes, bien évidemment. Les sélections s'opèrent encore et toujours sur les corps humains au fil des générations grâce au hasard de la génétique. Si dans les sociétés occidentales, la mortalité a largement diminué, certains aspects de notre vie demeurent influencés par notre environnement. Au Danemark, par exemple, 30% des jeunes hommes sont en situation de sous-fertilité, et cela serait lié à des pollutions environnementales. Les hommes ayant des variations génétiques résistant mieux à ces pollutions pourraient ainsi mieux se reproduire que les autres. Evelyne Heyer. Moi, dans mon domaine, l'adaptation, c'est quelque chose de lent. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est difficile de prédire l'avenir. On ne sait pas dans quel environnement on va vivre dans les années à venir. On ne sait pas si cet environnement va changer, va être toujours le même. Donc, c'est un peu difficile. C'est un peu une boule de cristal. On a du mal à prédire. Par contre, il y a des choses qu'on sait qui sont importantes dans notre espèce. C'est qu'on est une espèce migratrice. Et là, c'est plutôt là où on est sûr de pouvoir prédire des changements qui sont pas forcément des adaptations, mais qui sont, je dirais, une évolution naturelle de notre espèce. On voit en analysant l'ADN d'individus actuellement qu'on a tous des ancêtres migrants et que la migration, c'est une des caractéristiques fortes de notre espèce. Contrairement à nos cousins, par exemple les chimpanzés, on est parti d'Afrique, on est allé sur l'ensemble de la planète. Et c'est clair que ces mouvements migratoires vont continuer. Alors ce qu'il y a de nouveau à l'heure actuelle, c'est que autant avant, les migrations étaient souvent de proche en proche, de village en village, on colonise la planète par petits pas, par quelques kilomètres par génération. C'est jamais quelqu'un avec un sac à dos qui est parti d'Afrique pour aller en Australie. Ça a pris des dizaines de milliers d'années. Mais la migration, elle existe et elle va toujours continuer. Et donc là, ce qui est nouveau, c'est que les migrations ont lieu
à grande distance géographique. On arrive à se déplacer sur des milliers de kilomètres à l'échelle de la vie d'un individu. Et donc, je pense que les changements majeurs qu'on va voir dans notre espèce, c'est beaucoup plus ces migrations à grande échelle qui vont changer certainement, ne serait-ce que notre apparence, par les mélanges avec des couleurs de peau différentes, des formes de cheveux différentes. L'adaptation est une notion complexe, dont la diversité des définitions en fait un domaine qui peut être abordé de multiples façons. De nouvelles disciplines ouvrent des voies à explorer. Mentionnons par exemple l'épigénétique, qui étudie les modifications génétiques induites par notre environnement, mais qui sont réversibles. L'adaptation de notre corps soulève aujourd'hui encore de grandes questions sanitaires, économiques, écologiques et sociales, qui ont de grands impacts sur notre quotidien et que les scientifiques tentent d'élucider. Merci aux personnes qui ont participé à la réalisation de ce podcast. Pour plus de contenu, rendez-vous sur le site de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS.